Bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire du baromètre du lead. En attendant que tous les participants soient dans la salle, je vous propose de prendre connaissance de l'ordre du jour. L'ordre du jour de notre session qui va durer une bonne demi-heure et à laquelle vous pourrez poser toutes les questions en fin de session, bien entendu. Est-ce que tout le monde m'entend? Je pense que oui. On attend encore les derniers participants inscrits. Alors voilà, on va démarrer incessamment sous peu, l'heure tourne et vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Nous allons nous présenter, chacun d'entre nous. Nous allons parler évidemment de lead avec l'analyse du baromètre du lead. Nous avons une intervenante invitée qui est Clémentine de Hongday. Et à la fin, nous vous proposerons les bonnes pratiques de la collecte du lead, ainsi que toutes les tendances 2021. Donc, j'accueille les autres intervenants de la session, que sont Clémentine, Benoît et Laurent. Donc, nous allons pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire du baromètre du lead. Puisqu'on a l'honneur, le plaisir, le très grand plaisir de vous présenter ce baromètre du lead. Le baromètre du lead, c'est un rendez-vous annuel, même si l'année dernière, en fait, on a été un petit peu, voilà, comme tout le monde, un petit peu contrecarré par la Covid. On continue notre édition du baromètre du lead. Alors, juste pour vous rappeler, ce baromètre du lead, il est construit par le collège lead du CPA. C'est-à-dire que tous les annonceurs que vous voyez sur votre écran sont des membres du CPA. Je rappelle que le CPA est le collectif des acteurs du marketing digital. C'est un collectif qui a voilà, une bonne dizaine d'années. Nous sommes 100 adhérents, 100 sociétés made in France, et nous sommes des acteurs de l'économie digitale, très orientés perf sur le B2C et le B2B. Et parmi ces adhérents, certains sont regroupés dans un collège qui s'appelle le collège Lead. Il y a plusieurs collèges, le collège techno, le collège retail, le collège juridique. Et nous avons créé, il y a quelques années, le collège Lead qui regroupe les acteurs et spécialistes du lead. Nous, voilà, sans prétention, nous sommes des experts de la lead generation sur le B2C et le B2B. Vous découvrirez dans ce baromètre, dans cette deuxième édition, des témoignages à la fois d'éditeurs, c'est-à-dire d'acteurs du lead, ainsi que des témoignages d'annonceurs, donc les acheteurs du lead. Vous trouverez également des analyses que nous avons faites, tous les acteurs du lead, par rapport à la collecte que nous avons faite l'année dernière, par rapport au taux de transfo, par rapport au CPL. Vous retrouverez tout ceci dans le baromètre du lead disponible sur le site du CPA, cpa-france.org. Je déroule et je continue la présentation. Moi, je m'appelle donc Axel Huyghe. Je travaille chez Infopro Digital. Je suis directeur du développement de la partie data et lead du groupe. Infopro Digital est un secteur, est un média et propriétaire de data 100% B2B. Et j'ai le plaisir d'animer cette conférence avec Clémentine, Laurent et Benoît. Je vais tout de suite passer la parole à Clémentine. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Clémentine Antunes, moi je suis directrice de département communication, stratégie et marque au sein de Hyundai Motor France, donc un des acteurs de l'industrie automobile présent en France. Merci Clémentine. J'ai l'honneur également de vous présenter Laurent. Bonjour à tous, Laurent Joly, responsable des partenariats chez Data on Demand. On est des spécialistes des métiers du marketing relationnel cross-canal.
On définit, on met en place et on monitore les solutions les plus héroïstes pour recruter et fidéliser les clients. Merci Laurent. Et Benoît, pour terminer. Bonjour à toutes et à tous. Pour ma part, Benoît Trottin, je suis le responsable du département lead chez Quanco. Alors Quanco, c'est quoi? C'est une plateforme d'affiliation. Donc on est spécialisé dans la collecte de leads, le tout sous un modèle à la performance. Donc on a un réseau de 45 000 éditeurs et on s'occupe environ de 500 clients. On a aussi une valeur d'accompagnement sur les clients e-commerce, pour lequel on va aussi développer des solutions de génération de leads. Merci Axel. Merci Benoît. Voilà, donc nous pouvons démarrer et il était important pour nous de revenir sur la définition du lead. Vous savez que chaque annonceur et peut-être également chaque éditeur a sa définition. Avec le collège lead, voilà, on a voulu être le plus précis possible et rappeler un petit peu ce que c'est un lead. Voilà, vous savez qu'un jeu concours peut être un lead, mais vous savez qu'une souscription est également un lead. Voilà, un lead, c'est un prospect ayant exprimé une intention claire d'achat d'un produit ou d'un service et ayant confirmé sa volonté explicite d'être contacté. Dans le baromètre du lead, cette nouvelle édition 2021, nous avons mis en place, nous avons intégré des chiffres par rapport au lead que vous pourrez retrouver. Il nous paraissait intéressant de mettre d'abord une étude du SRI sur les leviers du digital l'année dernière. Et ce qui est intéressant par rapport aux grands leviers, aux 4 grandes familles de leviers que sont le search, le social, le display et l'affiliation et mailing comparateur qui sont inclus dans ce 4e levier. Ce qui est intéressant malgré l'année qu'on a connue, l'année qu'on a vécue, c'est que le lead, qui est très représenté dans le 4e bloc affiliation, emailing, comparateur, et également évidemment dans le bloc social media et dans le bloc search, a vu une croissance, se porte bien puisqu'il a pris des parts de marché par rapport à N-1. Et ce qui est très encourageant, évidemment pour notre écosystème, puisque malgré la crise du Covid, il y a un besoin de lead de la part des annonceurs. C'est très flagrant, vous verrez dans le baromètre du lead, dans les statistiques du baromètre du lead. C'est également flagrant d'un point de vue un peu plus macro dans les 2 leviers du digital 2020 sur cette étude SRI qui a été révélée il y a quelques semaines. Justement, je vais laisser la parole à Clémentine par rapport à son retour d'expérience avec Hyundai sur cette année très spécifique et par rapport évidemment au lead. Merci Axel. Plus que spécifique, cette année, elle a été franchement inédite. Je pense que c'est quelque chose que nous n'avons jamais connu ni dans nos vies personnelles ni dans nos vies professionnelles. L'année 2020, c'est une année où il a fallu se réinventer. C'est une année où il a fallu montrer encore plus qu'aujourd'hui notre capacité à être agile, à revoir nos plans. Quand on est un constructeur automobile avec un réseau de concessionnaires qui a connu du coup des périodes de fermeture obligatoire, il a fallu là aussi travailler différemment nos plans médias. C'est une année aussi où l'humain a dû se réinventer et j'ai eu cette grande chance d'être accompagnée que par des partenaires qui se sont impliqués collectivement et individuellement dans la réussite de Hyundai cette année en 2020, malgré toute l'incertitude et la crise que nous avons pu connaître. Et un peu comme ce que tu viens de montrer, Axel, c'est une année pour nous de croissance. C'est une année sur laquelle, malgré tout ce qu'on a pu vivre, on a réussi à améliorer nos ventes et à surtout, améliorer nos ventes par rapport à nos objectifs, non, mais améliorer par rapport à la situation, puisqu'on a fait notre meilleure part de marché en 2020, alors que la situation était loin d'être gagnée. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que clairement, le lead y a contribué. Notre façon, nous, de communiquer a énormément évolué dans des logiques de performance et dans des logiques aussi de réactivité attendue par rapport à la situation qui était très incertaine mois le mois.
Merci, merci Clémentine, en tout cas pour ce constat effectivement global d'un point de vue macro par rapport à la bonne santé du lead qui est confirmé par Hyundai effectivement et par les acteurs experts de la génération de lead. C'est aussi, on est dans une période, vous le savez, très spécifique par rapport à la réglementation, notamment par rapport au consentement. Et je vais laisser la parole à Benoît, qui va nous rappeler les prérequis qui sont exigés dans notre écosystème, également pour le lead, évidemment. Ouais. Merci Axel pour cette transition. Oui, en effet, un peu à l'image du 25 mai 2018 et de l'apparition du RGPD, voilà, le 1er avril 2021 va être appliqué de nouvelles directives par la CNIL et des nouvelles recommandations autour des cookies et du consentement. Donc, pourquoi on en parle? Parce que ça va toucher tout le monde, que ce soit les annonceurs e-commerçants ou de services qui ont des objectifs de collecte de leads, mais ça va aussi toucher les acteurs de la collecte qui ont participé à la création de ce baromètre. Donc, ces nouvelles directives, si vous voulez, on a essayé de les analyser très rapidement. Donc, pour nous, c'est le point numéro 2, c'est que dit la loi autour de ces nouvelles recommandations. Alors, on a 3 niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, si vous voulez, c'est au niveau du RGPD, donc le règlement européen, qui fait part notamment de l'usage des informations personnelles qui nécessitent un consentement de l'utilisateur. Ajouté à cela, on va ajouter la directive e-privacy qui indique que l'usage des cookies, comme on l'utilise aujourd'hui, nécessite le consentement de l'utilisateur. Alors, nous, l'analyse qu'on en a fait au sein du collège LEAD, c'est que les réglementations de la CNIL qui sont apparues en fin d'année dernière, donc autour de septembre-octobre, précisent l'interprétation de ce qui est demandé par le RGPD et la directive e-privacy et en fait statue au 1er avril un constat clair et net qui est, en gros, s'il y a une absence de consentement de la part de l'internaute, quand il arrive sur le site d'un publisher ou sur le site de l'annonceur, ça vaut comme refus de dépôt de cookies, sauf dans certaines mesures. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à tout ça, parce que ce cadre légal au 1er avril va tous nous toucher, on a tous le même cadre légal, il faut le retenir. C'est que l'usage des cookies, voilà, pour le ciblage ou le tracking, nécessite un consentement express, y compris pour les outils d'analytics. Voilà. L'exemption de consentement, il existe, donc quand l'internaute ne donnera pas son consentement, on appelle ça une exemption de consentement. On pourra tout de même passer dans ce qu'on appelle une mode mesure d'audience. Donc, on n'aura pas de suivi nominatif, mais on pourra uniquement suivre les statistiques. Donc, si vous voulez, nous, dans l'interprétation de ce qu'on a fait, on a voulu quand même vous en parler aujourd'hui, c'est voilà, il y a des nouvelles réglementations autour du consentement à partir du 1er avril. Ça va toutes et tous nous impacter et ça va être important d'y coller. Alors, j'en profite pour faire un petit sliders. Hein. Vous le voyez en dessous, bon, nous, on est le collège LEAD. Aussi au sein du CPA, le collège juridique, donc qui traite de ces sujets. Alors, n'hésitez pas à vous rendre sur le CPA pour avoir l'ensemble de ces informations-là. Alors, pour terminer sur cette partie consentement, ça va être quoi finalement l'impact de ces nouvelles directives et de ces nouvelles réglementations? Alors, déjà, le consentement, il doit être éclairé. Ça doit être une information claire et non trompeuse pour l'internaute. Donc déjà, le premier impact, c'est que qu'on soit annonceur ou acteur de collecte, il va falloir que la consent box, que vous allez voir à l'écran, il va falloir qu'elle soit optimisée, avec la possibilité de laisser le choix à l'internaute, soit d'accepter des cookies, de les paramétrer ou alors carrément de les refuser. Ce qui va permettre de récupérer donc toutes ces informations-là, de consentement ou de non-consentement, vont remonter dans ce qu'on appelle une CMP, donc une Consent Management Platform. Donc, de base, à partir du 1er avril, toutes les entreprises qui vont faire de la pub sur Internet devront avoir une CMP ou devront en choisir une ou pourront même la créer eux-mêmes. Voilà. Et comme on est amis aussi avec l'IAB, l'idée, et ça a été recommandé notamment par l'IAB, c'est qu'on recommande une CMP standard IAB avec un certain protocole de communication. Encore une fois, vous le verrez de façon très humble, je ne suis pas un expert non plus de ce sujet-là, mais en tout cas, tout est présenté aussi dans le collège juridique, mais on voulait vous en parler. Alors, finalement, à la fin, quels vont être les impacts? Pour les annonceurs qui vont faire de la collecte, va falloir soit mettre à jour la CMP ou la mettre en place, et puis adapter aussi tous les trackers en fonction des différentes, du consentement ou non. Voilà, donc c'est est-ce que j'active le tracking ou est-ce que je le passe en mesure d'audience, par exemple. Donc ça va être voilà, des tribulations et on voulait vous sensibiliser autour de ça. Pour les acteurs de collecte, pareil, il va falloir, idem, gérer le consentement de l'internaute lors de son inscription pour pouvoir le stocker dans une CMP
Voilà, nous, on a notifié notamment que potentiellement, en cas de non-consentement, déjà le premier impact, ce serait que le post-view le cookie post-view, entre guillemets, ne serait plus déposé. Voilà. Donc, voilà de façon générique un petit peu qu'est-ce qui va se passer en termes de législation. Alors, justement, je pose la question comme ça à Clémentine. Clémentine, comment tu vois, toi, un peu la façon dont ça va être tourné, cette nouvelle réglementation? Quels sont les impacts chez Hyundai, du coup? C'est bien que tu me poses la question et heureusement que tu n'as pas dit que j'étais une experte non plus sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est notre cœur du sujet. On a tout le mois de mars encore pour préparer cela. Comment on le voit? Déjà, on le voit comme une obligation. On le voit aussi comme une meilleure transparence vis-à-vis de l'internaute qui navigue sur Hyundai.fr. L'impact derrière, il est encore très difficile à mesurer. On est bien accompagné, mais c'est encore très difficile de voir s'il va y avoir un impact dans les mois et les années à venir de ce nouveau mode de consentement. Donc pour l'instant, on respecte ce qui est donné et on verra ensuite les conséquences de cela sur notre parcours digital en tant que tel. Ok, merci Clémentine. C'est toujours important d'avoir le retour d'expérience aussi du terrain. Voilà. Donc bon, ça montre que l'écosystème bouge bien et va falloir qu'on soit tous et toutes et tous prêts et prêtes pour le 1er avril. Voilà. Donc voilà pour la partie consentement. Merci Benoît, merci Clémentine. On a fait un focus effectivement juridique et cadre légal qui est extrêmement important dans le métier et dans la collecte, puisque je vous rappelle qu'on collecte des DCP, des données à caractère personnel, que ce soit en B2C ou en B2B. Maintenant, je vais laisser la parole à Laurent par rapport aux bonnes pratiques, à Benoît toujours, pardon, par rapport aux bonnes pratiques de la collecte à la conversion. Et on va même laisser, d'ailleurs, dans cette introduction-là, on va d'abord laisser la parole à Clémentine, parce qu'en fait, qui a besoin de collecter du lead finalement? À la fin, bon, ça peut être à la fois un acteur de collecte, mais c'est aussi l'annonceur. Et là, sous le scope de cette présentation, Clémentine, à toi de jouer, on te laisse la parole pour Hyundai. Aujourd'hui, donc effectivement, chez Hyundai, on a un mix qui est TV, digital et social. Donc 3 médias qui sont là pour pouvoir driver nos prospects, faire considérer la marque et les faire acheter. Sur cette partie des 40%, ce qui est certain aujourd'hui, contrairement aux années passées, c'est que maintenant on est en quête perpétuelle d'un retour sur investissement et d'une mesure de ce que l'on fait. Et le lead est venu intégrer du coup cette stratégie dans notre purchase funnel pour pouvoir capter en fait l'internaute le plus en lien avec notre marque ou avec l'intention d'acheter un véhicule neuf. Donc ce qui est certain, c'est qu'on démarre par des communications qui ont un enjeu qui est d'attirer, de toucher un prospect qui a une intention d'achat d'un véhicule neuf, qui, au travers de la télévision, s'est peut-être rendu sur Hyundai.fr, qui, au travers de comparateurs, a pu réfléchir à essayer, comparer, se renseigner sur un véhicule. Ensuite, au sein de chez Hyundai Motor France, on s'est doté d'un call center qui nous permet de requalifier aussi ces prospects avant de les envoyer au réseau. La différence par rapport à d'autres industries, c'est que nous, on n'a pas les sorties de caisse qu'a la grande distribution. Nous, ce sont des concessionnaires indépendants et donc il est important ensuite de leur apporter le lead le plus qualifié que eux-mêmes vont traiter dans un temps réduit pour pouvoir maximiser la conversion en vente. Et tout ça, ce qui est important à retenir, c'est que dans nos besoins, lorsqu'on s'adresse à nos partenaires et notamment à la data and demand, c'est le travail du ciblage, le travail de la qualité de la communication qu'on va leur attribuer et la conversion ensuite en mesure. Très bien, merci Clémentine par rapport à ce point spécifique annonceur. Alors justement, donc là on va revenir sur la collecte de leads finalement. Donc voici un chiffre clé qui est sorti du premier baromètre donc, du lead. 88% des annonceurs qui avaient été interrogés à l'époque étaient prêts à augmenter leurs budgets digitaux durant les 3 prochaines années pour faire de la collecte de leads. Alors, on a voulu repartir de la partie collecte. Alors, comment on collecte un lead finalement et combien ça coûte? Alors, on a décidé, si vous voulez, on a identifié tous les leviers de collecte de leads et on les a séparés en 3 parties. Donc, on a les leviers, on va dire, qui sont plus à thématique branding, qui vont être plus chers, comme l'organisation de salons, la partie contenu, la partie influence ou le SEO. Donc, ça demande de l'investissement et puis le retour sur investissement n'est pas toujours mesuré. Donc,
c'est quand même des investissements importants pour collecter du lead, mais on va dire à vocation de branding. Alors, ensuite, on a essayé de transformer un mot, donc on a fait un petit brainstorm, et puis on s'est dit, voilà, on va essayer de mixer le mot branding et le mot performance, qui va donner le mot brandformance. Donc, on a mis certains leviers pour lesquels on va plutôt investir sur un modèle au clic, par exemple, comme le SIA, comme les réseaux sociaux, ou alors, potentiellement l'emailing ou le retargeting, qu'on des coûts un peu moindres, mais qui vont coûter moins cher et qui vont permettre de mieux piloter, si vous voulez, le coût d'acquisition et d'optimiser le retour sur investissement. Et à la fin, on a les leviers de collecte pur et dur à la performance, donc vraiment au lead, l'affiliation, par exemple, marketing à la performance, la co-registration, les places de marché ou le télémarketing, là où on va pouvoir, si vous voulez, garantir du lead et après, c'est de travailler pour le transformer en rendez-vous. Alors, ceci étant dit, on a identifié tous les leviers et leurs coûts qui sont associés. Maintenant, l'objectif, c'est comment les leads vont être envoyés à l'annonceur. Comment on a un acteur de collecte qui collecte un lead, comment on l'envoie à l'annonceur finalement. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit le lead, il est généré directement chez l'annonceur sur sa landing page, soit le lead, il est généré sur une landing page externalisée de l'annonceur, ou alors, ça peut être carrément l'acteur de la collecte qui réalise donc le site, la collecte du lead sur ses propres supports. Et donc, l'enjeu principal, ça va être, afin que le lead soit traité au mieux, ça va être comment on transmet le lead et comment le lead est traité derrière. Et ça, c'est très important. Alors, avant de laisser la parole à Laurent, on avait notamment sorti, on vous a remis, si vous voulez, des chiffres du baromètre 2019. D'accord? Donc, et encore une fois, un chiffre clé, 82% des annonceurs interrogés à l'époque indiquaient être suffisamment parés, équipés d'outils CRM et PRM pour traiter les leads collectés. Donc là, vous allez le voir à l'écran, mais quoi qu'il arrive, et c'était des chiffres clés qui datent de 2019 malheureusement, mais voilà, on avait donc des annonceurs qui étaient parés, qui étaient alignés pour la gestion, si vous voulez, de leads et de réception. Et puis, c'est surtout important, on avait des annonceurs qui étaient au courant du délai, si vous voulez, de traitement des leads. Et c'était assez impressionnant puisqu'on avait presque, si vous voulez, 35% des annonceurs interrogés à l'époque qui indiquaient pouvoir traiter un lead en moins de 24 heures. Voilà. Donc là, on a fait l'état des lieux de comment on peut collecter, donc les leviers activés et les différents coûts, où arrivent les leads, soit directement chez l'annonceur ou alors de façon déportée. Et l'idée maintenant, c'est voilà, comment on peut optimiser cette transmission et surtout la gestion des leads pour arriver à la fin à l'objectif final. Je prends l'exemple de Hyundai par exemple, ça va être en rendez-vous et puis aussi en vente après de véhicules. Voilà. Donc, je vais laisser du coup la parole à Laurent qui va nous parler de tout ça. Merci Benoît. Alors voici un schéma de transmission et de gestion des leads qui tente de couvrir les bonnes pratiques sur les cas de figure les plus courants dans le parcours client. Tout commence par une base de données, prospect ou client, qui dans un premier temps a besoin d'être retraité, enrichi d'un email, d'un téléphone, adresse postale, etc. ou dédupliqué avec une base repoussoir par exemple. Ensuite vient la phase de routage selon le levier préconisé. Ça peut être l'email, SMS, le push notif. Sur ces trois leviers cités, la problématique principale, ce sera la délivrabilité, par exemple, et s'assurer que le message est bien reçu. Ou il y a d'autres leviers comme le call center, les réseaux sociaux, le search, le display, etc. On passe ensuite à l'inscription formulaire avec des contrôles sur la complétion des champs pour s'assurer de l'intégrité des données et des duplications sur les inscrits. Puis vient la phase de qualification téléphonique, essentielle pour s'assurer de la qualité du lead et par exemple sonder le prospect sur son intention d'achat. Selon les cas, la livraison dans le CRM DMP client se fait dès ce stade ou ultérieurement, plutôt via web service pour un traitement optimal et rapide. Ces flux doivent bien sûr avoir été développés et testés en amont de la campagne, ça prend un certain temps de setup. Dans le cas de rendez-vous physique, et afin d'éviter un maximum de no-show, de non-présentation du prospect, on envoie un SMS ou email de confirmation de rendez-vous ou un reminder. Si besoin, il peut y avoir une séquence de nurturing, si nécessaire de retenir le lead jusqu'à ce qu'il soit chaud ou prêt à finaliser l'acte d'achat. Autre cas particulier, en cas de réseau de vente, comme c'est le cas de Hyundai, des outils d'aide comme le call tracking ou le online booking permettent de faciliter le rappel des leads par le réseau, comme c'est le cas pour Clémentine. Le prospect finalise ensuite, selon les cas en drive to store, rendez-vous en concession, etc. La transformation du lead en vente réelle peut avoir lieu. Et je vais passer la parole à Clémentine sur les enjeux de la conversion du lead en vente réelle. Tout à fait. Aujourd'hui, effectivement, notre
de pouvoir mesurer le lead, elle se fait a posteriori et elle se fait uniquement sur le taux de conversion en lead. Demain, l'idée, c'est de pouvoir analyser aussi la contribution de nos investissements sur la vente et non pas sur le lead, la demande d'essai chez nous. Là, ça va être sur la vente réelle faite par notre réseau. La seconde chose, c'est qu'on va pouvoir analyser en temps réel et non plus a posteriori, comme on pouvait le faire dans le passé avec des appels, des call surveys. Donc là, ça demande un sacré travail. On est en cours, mais il faut savoir que si un annonceur vous soumet cette idée-là, vous allez devoir vraiment vous armer de patience et d'hommes pour travailler cela. Ça nécessite on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir collecter la data client en respectant le bon mode de consentement. 2, d'avoir le bon partenaire aussi capable de collecter la data. Chez nous, c'est data on demand. Et d'avoir ensuite un tiers mesureur qui va pouvoir faire matcher cette donnée entre le média et la vente réalisée par le point de vente. Donc, il faut garder en tête que ça, c'est aussi une bonne manière de travailler demain le lead, c'est de pouvoir non pas le mesurer sur son taux de qualification, mais le mesurer sur la vente réelle générée à l'issue de cela, ce qui est bien la finalité de tout ce que l'on fait. Merci beaucoup pour ce point, Clémentine. Tu parlais effectivement de demain, justement. Eh bien voilà, on enchaîne sur effectivement les tendances de demain, mais demain c'est déjà aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport aux tendances. Je vais te relaisser la parole, toi du côté annonceur, du côté Hyundai, comment vont se passer les mois à venir et déjà qu'est-ce qui se profile au sein de ton département? Déjà, à l'issue du Covid, on l'a bien vu, maintenant le digital, il est au cœur de notre parcours d'achat, encore plus qu'avant, puisque lorsqu'on a pu être privé de liberté de déplacement, on a bien vu les effets sur notre site internet et les effets aussi sur les interactions qu'on a pu avoir avec les internautes. On améliore aussi, nous, notre offre en digital. Alors, avant d'imaginer vendre des voitures en ligne, il y a toute une notion de service en ligne qu'on propose aux clients, qui va de la reprise de son véhicule actuel à l'essai à domicile d'un véhicule, etc., etc. On le voit bien, en tout cas, le digital reste au cœur de nos préoccupations. Ensuite, quand j'écris trop d'offres, tu l'offres, de manière un peu provocatrice, on voit aussi qu'il y a de plus en plus maintenant d'acteurs sur le marché qui proposent des plans au lead, de l'achat au lead. Donc un nouveau mode d'achat possible, mais il faut faire attention à tout ce qui est cannibalisation. Parce que vous ne savez pas toujours derrière ce qu'il y a comme acteur capable de générer du lead. Et donc, on peut se retrouver face à deux acteurs bien différents qui vont peut-être utiliser le même mode d'acquisition d'un prospect et donc, du coup, vous risquez aussi, vous, de dépenser trop d'argent pour toucher de manière double, dupliquer le même prospect. Troisième tendance que je vois aussi maintenant, c'est le social. Alors, on le voit bien au travers de nos consommations, au travers aussi des évolutions que chacune des plateformes sociales ont pu mettre en place. Maintenant, le social, il permet à la fois de fournir de la visibilité à l'annonceur, de l'engagement avec un prospect, de cibler le bon intentionniste et de le faire convertir en demande d'essai et en vente derrière. Et ça, quelle que soit la plateforme réseaux sociaux, maintenant, vous avez cette capacité d'activer le social aussi pour la génération de leads. Donc, il ne faut pas l'oublier aussi dans vos modes d'acquisition de leads. Quatrième tendance, c'est le ciblage. Il est important de savoir qui vous touchez pour vous permettre ensuite d'avoir la bonne offre à la bonne personne, la bonne communication au bon moment. Alors, ça revient à la définition du lead de départ. C'est très juste, cette définition de dire que le prospect a émis une intention claire d'achat. Si vous visez à côté, vous perdez votre temps. Donc, pensez, avant de vous lancer dans une communication de génération de leads, à bien affiner votre ciblage par client et par modèle de ce que vous voulez vendre. Et pour finir, la mesure. C'est une obsession chez moi. La mesure de la conversion, quand on est un petit challenger de l'automobile, on n'a pas les mêmes budgets que les acteurs automobiles domestiques. Donc pour nous, c'est important d'analyser l'investissement que l'on réalise chaque mois,
et la conversion attendue par modèle, par levier et par timing aussi, parce que parfois, il y a des modes d'achat qui demandent un peu plus de temps que d'autres. Il faut leur laisser leur chance. Merci Clémentine par rapport aux tendances Hyundai. Nous, avec les experts du collège LEAD, effectivement, on voit pointer des tendances générales sur notre cœur de métier, qui est le LEAD, qui est la collecte. Évidemment, et pour ma part, travaillant dans le B2B, effectivement, on voit des enjeux renforcés dans le sens où il y a 2 points. Il y a effectivement le ciblage. Les annonceurs nous demandent de bien cibler, de mieux cibler, puisqu'on a la possibilité en fait de cibler des fonctions, des secteurs, des chiffres d'affaires également. Donc tout ça, effectivement, nous le pratiquons et de plus en plus parce que, comme vient de le dire Clémentine, être hors cible, être à côté de la cible, on perd du temps et on perd également de l'argent. Et deuxième point par rapport au B2B, et je rebondis également sur ce que tu disais Clémentine, c'est le social. Dans le B2B, il y a aussi du social media. On arrive à collecter effectivement et à diffuser sur le social. Merci Axel. Et une des tendances aussi qu'on a vu entre experts lead entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, alors c'était un chiffre déjà qui ressortait du dernier baromètre, c'était l'une des premières qualités que souhaite un annonceur sur les leads qu'il va acheter, c'est la qualité du lead. Ça, c'est très important. Et en fait, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, et Clémentine en a très bien parlé, c'est qu'un annonceur qui se lance en fait dans la collecte de leads va chercher donc soit une agence qui va après activer des leviers et des acteurs de collecte, ou alors va activer directement des acteurs de collecte. Et l'idée, c'est qu'un annonceur aujourd'hui, il a plutôt une approche e-commerçante. C'est plutôt de ne pas aller uniquement collecter que du lead, mais c'est de collecter du lead qui va transformer. Donc, c'est pour ça que nous, on estime aussi qu'une des tendances qui a déjà commencé l'année dernière, et voire 2 années précédemment, c'est que on a tout simplement un annonceur qui est à la recherche de lead, mais qui va déjà plus loin et qui pense déjà à la transformation finale. Donc, finalement, comme un e-commerçant qui cherche du CPA. Voilà. Et ça touche tous les secteurs. Donc, aujourd'hui, comme Clémentine le disait, des leads sont collectés, mais à la fin, ce qui est regardé, c'est le taux de transformation au rendez-vous ou même les ventes finales. Et donc, c'est cette approche e-commerçante qu'on sent de plus en plus et qui est aussi demandée aux acteurs de collecte en termes de qualité de lead. Et c'est ce que présentait aussi à la fois Laurent, c'est que d'un côté, on met la pression aux annonceurs, désolé Clémentine, on vous met la pression pour mieux traiter les leads, d'accord ? Mais on demande aussi à ce que les acteurs de collecte amènent plus de qualité et à la fin, derrière, ça permettra on va dire, de pousser vers le haut cet indicateur qui est le taux de transformation finale et aussi, donc, indubitablement, un meilleur contrôle du CAC et un meilleur ROI, tout simplement. Voilà. Laurent, je te laisse conclure sur les tendances. Merci. Effectivement, quelques autres tendances. Avec le contexte sanitaire inédit, il y a un vrai, plus que jamais, besoin de mesurer et de rationaliser précisément les investissements, notamment sur les leads. Pour tout un pan des annonceurs, l'objectif est de réconcilier leurs investissements avec les données de vente. Ça veut dire que le tracking de tout le funnel en live est plus que jamais une priorité. Il va permettre de mieux comprendre et appréhender le parcours client, ce qui nous amène au point suivant. Plus que jamais, le lead et le parcours client sont au cœur de tous les dispositifs marketing. D'une part, car le digital bouleverse toujours le rapport au point de vente et la totalité du parcours client. D'autre part, s'y est rajouté le contexte sanitaire qui accentue encore plus la nécessité de la digitalisation. Autre point, un besoin d'agilité et de rapidité exacerbé avec ce contexte sanitaire. Point suivant, une nécessité de traçabilité et de responsabilité liée aux enjeux obligations du RGPD. C'est aussi une chance pour tous les acteurs du digital de se renforcer. Benoît, tu veux voir le point sur la CNIL, sur l'enjeu CNIL ? Voilà, c'est juste en termes de conclusion. 1er avril, un peu comme le 25 mai 2018, une nouvelle date fondatrice du digital, le 1er avril 2021. Faut qu'on soit toutes et tous prêts pour que ça n'ait pas d'impact, je pense, sur les business de chacun, puisque ça va être un enjeu primordial. Bon, là, on finit un peu toujours sur cette note un peu juridique sur la tendance, mais c'est une vraie tendance qui s'installe, qui s'est déjà installée fin d'année dernière.
en plus avec la crise sanitaire. Voilà, donc 2021, maintenant, il y aura aussi tout cet enjeu, on va dire, juridique. Merci Benoît. Merci Benoît. Donc, avant de passer aux questions, je vous rappelle que ce livrable, le baromètre du lead 2021 sur des chiffres 2020, va être téléchargeable gratuitement sur le site du CPA, cpa-france.org. Il va être également édité, on va le distribuer. Le but du CPA, effectivement, c'est de mettre en avant les talents, les expertises de prestataires que nous sommes et experts du lead notamment, et vous montrer effectivement tous nos champs d'action par rapport à la collecte, toute notre connaissance évidemment RGPD, tout le respect qu'on fait par rapport au RGPD et que la plupart des entreprises adhérentes faisaient également avant la date du 25 mai 2018. N'hésitez pas, une dernière fois, dans le baromètre du lead, vous avez beaucoup de KPIs sur les grands secteurs d'activité B2C et B2B par rapport à des taux de conversion observés, par rapport à des CPL moyens observés. C'est un très bon document qui va, je l'espère, en tout cas par rapport aux annonceurs, vous inciter à nous solliciter pour vos achats de lead. Il y avait une première question. Oui, pour rassurer, justement, ça rebondit sur la première question. Merci Axel. Pour rassurer Céline qui a fait un retour dans le chat, c'est vrai qu'aujourd'hui, désolé, on n'a pas fait honneur à notre belle langue qui est la langue française. On a utilisé beaucoup d'anglicismes qui ont rapport avec le marché du lead. Donc, pas d'inquiétude, il y a un glossaire dans le baromètre qui explique justement tous ces mots anglais, entre guillemets, qui permettront du coup pour vous d'être plus à l'aise avec la lecture du document et la compréhension des besoins sur la collecte de leads. Donc, soyez rassurés sur ce sujet, tout sera disponible dans le glossaire. Voilà, tout simplement. Parfait. Je crois qu'il y avait également une question par rapport au consentement. Est-ce que, voilà. Alors, la première question sur le consentement, vas-y Axel, tu peux la lire, du coup, si ça te convient. Tu l'as ? Sinon, je la… Alors, la question, c'était, est-ce qu'on, de Florence, du coup, merci Florence pour votre question, est-ce qu'on pourra quand même traquer la navigation de l'internaute, même si absence de consentement? Alors, encore une fois, chacun a son interprétation, si vous voulez, du règlement et des directives de la CNIL, /e-privacy /RGPD. Mais moi, en tout cas, avec les experts du lead, si vous voulez, qu'est-ce qu'on en pense par rapport à votre question? C'est que tant qu'il y a un consentement, on peut traquer. S'il n'y a pas de consentement, on peut passer si vous voulez, en mesure d'audience et donc pouvoir mesurer, mais sans avoir accès à certaines données personnelles et donc sans déposer de cookies. Voilà, si je peux me permettre. Donc, on peut suivre, mais sans données personnelles. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle de la mesure d'audience, uniquement de la mesure statistique. Voilà comment nous on interprète, comment on interprète les choses. D'accord. Merci Benoît. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Hein. On vous entend pas, mais vous posez les questions, on les lit. Et il y avait une question par rapport au social. Ismaël nous dit, vous dites dans les tendances 2021, il ne faut pas oublier le social. C'est vrai qu'on en a parlé, notamment Clémentine, mais la qualité n'est pas toujours bonne pour ce levier. Je vais peut-être laisser Clémentine par rapport à ce sujet. C'est très juste. C'est très juste que, considérant qu'il y a des leviers qui sont beaucoup plus en affinité, on va dire, avec l'audience, type des émulateurs, par exemple, si je prends un point très basique pour que tout le monde puisse comprendre. C'est vrai que le social, on n'est pas forcément sur un média qui est totalement dédié au lead. C'est totalement juste. Ce que je vois, c'est que pour améliorer la qualité en fait des leads dans le social, on a mis en place 2 choses chez Hyundai. La première, c'est que maintenant, on a des contenus qui sont dédiés au social. Avant, on prenait un contenu digital, on le mettait au format vertical et on imaginait que ça pouvait être un contenu social. Maintenant, on se rend compte qu'il faut avoir des contenus beaucoup plus en proximité avec votre audience, des contenus qui sont beaucoup plus authentiques aussi, pour que l'internaute, du coup, soit engagé avec vous et accepte de générer ce lead-là et soit vraiment un prospect chaud parce qu'on lui a amené du contenu qui lui permet de faire mûrir sa réflexion. Deuxième chose qu'on a mise en place aussi chez Hyundai, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le call center.
le fait d'avoir un call center dédié sur ce type de lead, et je vais prendre Facebook pour pas le nommer, qui nous apporte énormément de volume, mais qui n'a pas forcément la même qualité que d'autres régies, c'est important pour éviter aussi d'envoyer trop de leads de mauvaise qualité à notre réseau, qui s'essoufflerait du coup à le recontacter et à le convertir en vente, et qui considérerait aussi que c'est de l'argent un peu mal dépensé. Donc le call center, il a ce travail de requalification du lead pour nous assurer que du coup ce filtre de la qualité soit fait au préalable. Voilà, si je peux répondre à cette question. Effectivement, hein, pour ma part, en tout cas dans le social, puisque j'avais dit également que dans le B2B, on fait du social, la requalification est très, très importante, hein, cette espèce de raffinage, en fait, de la data pour, avant la transmission à nos annonceurs. La collecte du social, effectivement, va être pas doublement requalifiée, mais va être requalifiée, voire enrichie si jamais il y a des éléments qui manquent, pour une transmission de qualité à nos annonceurs. Alors, autre question, de David, pourra-t-on toujours identifier et relancer un nouveau email? Je crois que Laurent Benoît voulait répondre à cette question. Prendre la main, du coup. Merci David pour la qualité de cette question. Alors, si on regarde maintenant aux yeux des nouvelles directives, il y a certaines spécificités côté éditeur, donc côté pour ceux qui ont notamment des sites en propre de cashback, par exemple, ou ceux qui ont des bases de données. On va pouvoir potentiellement dans le texte parler de consentement étendu, donc consentement éclairé. Donc forcément, quand on a un internaute qui s'inscrit dans une base de données et qui accepte de recevoir de la pub, est-ce qu'il a toujours besoin, si vous voulez, d'accepter des cookies? Pour moi, oui, mais il fait partie de ce qu'on appelle un cadre de consentement étendu. Donc, il peut y avoir certaines spécificités, et y compris, du coup, à l'ouverture d'un mail. Encore une fois, je réponds à cette question en toute sincérité, de façon très partielle. Pour moi, je mets en avant ce principe de consentement étendu qui va permettre justement à continuer des actions, notamment en email retargeting ou en emailing pur et dur. Après, il va falloir plutôt se tourner vers le collège juridique du CPA qui saura répondre encore mieux que moi à cette question. Voilà. Donc, David, en espérant avoir satisfait votre question. Merci. Merci David, merci Benoît. Il nous reste du temps, si vous le souhaitez, hein, pour vos questions qui, je rappelle, peuvent être posées sur le chat par rapport voilà, au lead, au dispositif qu'on met en place hein, dans nos actions pour collecter le lead. Effectivement, Clémentine a parlé d'émulateurs. Les émulateurs comme sont des marketplaces, et effectivement, on collecte le lead directement sur des sites, genre de comparateur en gros, mais voilà, on a beaucoup d'outils de collecte comme l'emailing. Alors également au sein du CPA, on a un collège email. Vous voyez que tout est lié finalement, à la fois le RGPD, en tout cas le juridique, les leviers comme l'emailing, et nous, experts du lead, qui collectons via différents dispositifs. Alors, si je peux ajouter, bien sûr. C'est très juste ce qui est dit, c'est qu'en tout cas, c'est aussi la connaissance de l'ensemble des leviers qui permet à un annonceur de bien se positionner et de bien cibler par rapport à tel ou tel produit qu'il a en vente, de bien cibler en fait ses prospects. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un levier de lead qui fonctionne et les autres ne fonctionnent pas. Il faut pouvoir les mettre tous sur la table, identifier leurs forces et leurs faiblesses, leur intérêt par rapport aux prospects ou l'intérêt par rapport aux produits et au temps de diffusion. Et c'est ça qui est important, c'est aussi de s'assurer que l'annonceur a une compréhension de l'ensemble des leviers qui existent sur le marché et qu'il les active tous ou partie en fonction de ses besoins. D'accord. Il y a deux autres questions. Question de Noëlla. Est-ce qu'il y a des documents existants qui permettent de répertorier et de catégoriser les acteurs de la lead gen? Eh bien, le document, vous les trouverez sur le site du CPA, CPA
tradeunionfrance.org, où effectivement vous avez pas mal de livrables que le Collège Lead a participé, notamment le book du Lead, où vous voyez les acteurs du Lead, membres du CPA notamment, et vous allez voir en fait leur dispositif pour collecter. Et vous avez évidemment le baromètre du Lead qui sera téléchargeable, qui est déjà téléchargeable sur le site. Deuxième question, pouvez-vous me dire la part en pourcentage que représente l'emailing d'acquisition dans vos stratégies? Je botte un peu en touche cette question qui est ultra précise. Ce qui est certain, c'est que dans ma stratégie aujourd'hui d'acquisition de leads, j'active traditionnellement des médias digitaux, j'active le social, j'active l'emailing, j'active la lead gen, tout ce qui est émulateur. Alors peut-être que Laurent de DOD peut répondre, mais en tout cas, il y a tellement de briques que là, on est sur quelque chose de très spécifique et je m'en excuse, Mohamed, j'ai pas la réponse à la question de manière tout à fait exacte, mais en tout cas, elle fait partie de la stratégie VU. Oui, je peux pas être plus précis que toi, Clémentine. Malheureusement, c'est difficile. C'est vraiment du cas par cas, mais la vérité se situe sur le mix, effectivement. Maintenant, ratios qui vont évoluer en fonction de telle ou telle problématique client. L'emailing est définitivement une valeur sûre. Par contre, ce ne sera pas l'unique et seule valeur, certes. Ouais, si je puis me permettre de rajouter… Ah pardon, vas-y, excuse-moi Clémentine. Vas-y. Oui. J'adore activer l'emailing dans une stratégie de lancement produit. Ça, c'est clair. S'il y a bien un levier qui performe et qui donne de la visibilité à la nouveauté produit, c'est bien l'emailing. Alors, par rapport à l'emailing, également, si je peux apporter ma brique par rapport au B2B, et justement, ça rejoint la nouvelle question d'Ismaël qui dit « Merci pour votre réponse. Pour moi, je vois que l'emailing est bon pour les leads, défiscalisation, habitat, aide de l'État. Les autres leviers sont plus bons avec les campagnes commerce électronique, vente. » Non, je confirme que l'emailing, en tout cas dans le B2B, est un levier majoritaire de collecte. Nous, chez Infopro, on collecte le lead par rapport à la data qu'on a. Alors, on les collecte sur nos sites médias, puisqu'on est propriétaire de sites médias comme l'Argus de l'assurance, comme le Moniteur, comme LSA, comme Usine Nouvelle, Usine Digitale. Là, on collecte le lead, donc, mais également via l'emailing, via également le télémarketing, via le social media. Mais je confirme que l'emailing a encore sa part très importante, très efficace par rapport à la collecte B2B. Alors, juste sur la partie B2B ou B2C, je tiens aussi à souligner que souvent, l'emailing peut être un canal sur lequel le coût d'acquisition peut quelquefois être un peu plus élevé que le coût d'acquisition cible. Ça peut arriver. Donc, de toute façon, c'est ce que disait Clémentine tout à l'heure, c'est qu'encore une fois, la collecte côté annonceur, ça doit être un mix donc, de leviers qui doit être maîtrisé. Et à la fin, il faut regarder le coût d'acquisition global. Donc, on peut très bien avoir un coût d'acquisition explosé sur le levier emailing, comme il peut être limité sur le social, alors sur la partie, je sais pas, ou alors via l'affiliation du coup, qui est à la perte, donc ça fait baisser le coût d'acquisition. Donc, voilà, c'est plutôt une vision macro. Mais encore une fois, c'est quand même un levier. Et Clémentine, tu faisais bien. C'est un levier qui est adoré par les annonceurs, et c'est un levier à part entière puisqu'on peut personnaliser. On peut cibler, on peut faire plein de choses comme sur les autres leviers, mais là, c'est dans une boîte mail, c'est aussi impactant. Donc c'est intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a des autres questions? Je n'en vois pas. Avant de conclure, sauf si vous souhaitez intervenir par rapport à ces questions, je voulais juste rappeler à nos auditeurs qu'il y a un autre webinaire cet après-midi à 14h, puisqu'on lance conjointement avec le baromètre du lead, on lance le baromètre de l'affiliation, le baromètre 2021 de l'affiliation. On va parler aussi de lead, on va parler e-commerce évidemment, on va parler d'autres leviers. Je vous conseille de rejoindre, c'est à 14h sur Webikeo également. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Est-ce que vous vouliez rajouter des éléments, Clémentine, Benoît et Laurent? Merci à Clémentine pour sa participation. Ouais, merci. Merci à vous. Merci à vous, c'est toujours un plaisir d'échanger.
Super. Et merci à toutes et à tous pour votre participation aujourd'hui au webinaire et merci pour votre présence jusqu'au bout et pour la qualité de vos questions. Merci, merci à toutes et tous. Effectivement, merci aux intervenants. Donc, Hyundai, Quanco, Data on Demand et Infopro Digital. Nous sommes membres du CPA, le collectif pour les acteurs du marketing digital. Et Hyundai, en la présence de Clémentine, nous a fait l'honneur de participer. Effectivement, on la remercie. Et on vous dit à cet après-midi, 14h, pour le baromètre de l'affiliation, si vous n'avez pas encore... Je suis désolé, ces questions de dernière minute, il y a une dernière question qui vient de tomber de la part d'Amaury, et du coup, ça prolonge le plaisir. Est-ce que la transformation des leads de modèles auto-électriques versus essence sont bons, ou le marché est-il encore frileux? Je pense que Clémentine va répondre du coup. J'adore ce type de questions. C'est tellement notre enjeu, Amaury, que... merci pour cette question en tout cas. En effet, on investit aujourd'hui beaucoup de temps, d'énergie, de contenu à promouvoir nos véhicules hybrides et électriques puisque c'est la tendance nécessaire à la survie de chacun des constructeurs automobiles et c'est dans l'air du temps aussi. Depuis le Covid, on voit aussi une certaine appétence pour ces motorisations nouvelles. Donc, on surfe sur cette vague-là et on accroît encore plus nos investissements digitaux et en acquisition de leads sur ces motorisations-là. Dans les motorisations électriques, ce qui est le plus compliqué, c'est pas tant le taux de transformation, c'est la volumétrie d'acquisition. Parce que si vous arrivez en tant qu'annonceur avec beaucoup de certitude en vous disant que pour viser un intentionniste de véhicules électriques, vous allez chercher tous ceux qui tapent électrique, tous ceux qui se renseignent sur le développement durable ou qui ont des tendances à être un peu écolo, vous vous planterez forcément parce que dans la tête des gens aujourd'hui, hybride, électrique, tout ça, c'est un peu confondu. Et donc, il n'y a pas une vraie donnée encore très précise, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvée, très sûre sur le marché qui me permet de dire, lui, réellement, il veut une voiture électrique. Donc, ce qui est le plus important dans ces leads véhicules électriques, c'est surtout la volumétrie, le ciblage et les contenus. Ce qu'on a mis en place en 2020, c'est des nouveaux contenus sociaux à travers la web-série qui s'appelle Zéro Émission et qui a été écrite par Arnaud Ducré et réalisée par Arnaud Ducré, qui ose lever les freins sur les véhicules électriques. Parce que c'est intéressant de dire que le marché il est frileux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des freins à l'électrique, parce que déjà c'est pas une voiture comme une voiture qu'on a aujourd'hui en possession. C'est une vraie nouvelle technologie avec ses avantages et ses contraintes. Et donc on ose lever les freins sur le prix, sur le temps de charge, sur le nombre de bornes à disposition, sur l'autonomie évidemment. Et c'est en adressant les bons contenus que je performe le mieux aujourd'hui sur mes leads électriques. Beaucoup plus que sur des leads essence où on est davantage sur de l'offre commerciale. Merci pour cette réponse, Clémentine, par rapport à effectivement à un sujet, je pense, chez tous les constructeurs électriques. Et nous, effectivement, acteurs du lead, on est impactés, en tout cas, on travaille sur ces sujets également. Voilà, je crois que les questions sont terminées. En espérant que ce webinaire vous a mis en appétit, on vous remercie pour votre présence et merci à vous et merci à tous les participants. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir. Et à cet après-midi, 14h, sur Webikeo pour le baromètre de l'affiliation. Merci. C'est bon, vous m'entendez là? Ouais. Allô? Ah, ben c'est bon, on est. Tu m'entends là? Oui, tu es hors ligne? Là, je suis hors ligne, ouais. D'accord, parce que je vois qu'on est toujours live. Pour moi, j'ai mis pause. Hein. Reprendre pour moi, je suis hors ligne. Hein. Ok, moi je quitterai, je reviendrai, si ça ne te dérange pas. Ok, on fait comme ça.